Un vieil homme se tenait au bord de la route, les yeux rivés sur son téléphone, ignorant totalement qu'il était devenu la cible d'un voleur. L'homme s'avança délibérément vers lui et feignit de le percuter par accident. Au moment même où il l'aidait à se relever, il lui déroba habilement son portefeuille, sans se douter que ce vieil homme était en réalité un chasseur légendaire. Après avoir empoché l'argent liquide, Gabi jeta nonchalamment le portefeuille dans une poubelle au bord du trottoir. Mais en relevant les yeux, il aperçut un policier planté juste devant lui. Pour un voleur professionnel comme lui, affronter les forces de l'ordre n'avait rien de nouveau. Profitant de la surprise de l'agent, Gabi lui envoya soudain un coup de main qui fit tomber sa casquette à terre, puis détala aussitôt. Fort de ses années d'expérience à échapper aux poursuites, il sema la police sans peine. Il arriva ensuite devant un grand immeuble de bureaux. À travers la vitre, il vit sa grand-mère se faire réprimander par son patron. Gabi sentit monter la colère et la culpabilité en lui. Il voulait fuir sa vie actuelle au plus vite et offrir un meilleur avenir à sa grand-mère. C'était précisément la raison pour laquelle il était devenu voleur. Avec les 40 $ qu'il venait de dérober, il invita sa grand-mère à déjeuner. C'est à ce moment-là que Gabriel, en glissant la main dans sa poche, réalisa que sa pièce porte-bonheur avait disparu. À sa place se trouvait une carte mystérieuse portant un avertissement imprimé au recto, ainsi qu'une heure et une adresse notée au verso. Il balaya instinctivement la foule du regard, mais rien ne lui parut suspect. De toute évidence, quelqu'un l'avait pris pour cible, sans qu'il en comprenne la raison. En suivant l'heure et l'adresse indiquées sur la carte, il arriva dans un lieu abandonné et isolé. Deux frères s'y trouvaient également. Par un curieux hasard, ils avaient reçu la même carte d'avertissement. Mais à part eux, l'endroit était totalement désert. Que cherchait donc à accomplir la personne derrière tout cela? Bientôt, le groupe emprunta un sentier étroit qui s'enfonçait dans les bois. Peu après y être entrés, ils remarquèrent que le signal de leur téléphone avait soudainement disparu. Puis retentit, tout près, le craquement de branches. Gabriel observa attentivement les environs et se souvint soudain de la carte affichée sur l'écran de son téléphone. En un instant, tout devint clair. Cette forêt tout entière n'était en réalité qu'un labyrinthe savamment conçu. This whole wood's a maze. Yeah, right, it's a maze. Peu après, un mur imposant se dressa devant eux, avec une porte hermétiquement close leur barrant le passage. C'est alors qu'une jeune fille apparut derrière eux. Elle aussi était venue à cause de la carte d'avertissement. Elle s'approcha de la porte et sortit un pendentif en forme de clé qu'elle inséra dans la serrure. Après quelques tours, elle comprit que la serrure était factice. Le véritable mécanisme d'ouverture devait se trouver caché à proximité. En observant de plus près, l'un des garçons remarqua quelque chose d'anormal dans la direction que pointait une statue. En suivant la direction indiquée par son doigt, la jeune fille repéra dans le mur une brique dont la couleur différait nettement des autres. Elle appuya fermement dessus et la porte scellée s'ouvrit aussitôt. Après avoir franchi le portail, le groupe atteignit le bord d'un lac. À leur grande surprise, une petite embarcation les attendait déjà au ponton. L'apparition des 4 jeunes attira l'attention du batelier. Ils montèrent bientôt à bord et mirent le cap vers une île isolée, coupée du reste du monde. Sur cette, il se dressait l'une des plus anciennes écoles au monde, la plus prestigieuse académie de maîtres escrocs qui soit. Le directeur, Peter, accueillit personnellement les nouveaux élèves. Gabriel reconnut instantanément en Peter le vieil homme dont il avait volé le portefeuille, et l'homme à ses côtés n'était autre que le policier qui l'avait pourchassé. Ce n'est qu'à cet instant que Gabriel comprit que tout cela avait fait partie d'une épreuve d'entrée soigneusement orchestrée par Peter. Ce dernier invita alors officiellement les 4 jeunes à rejoindre l'académie. Mais à partir de cet instant, ils devraient dissimuler leur véritable identité, même à leur famille et à leurs proches. Ils ne pourraient jamais révéler qui ils étaient réellement, car les ennemis de l'académie étaient extrêmement dangereux. Si leur identité venait à être découverte, leur famille pourrait en payer le prix de leur vie. Gabi refusa l'invitation de Peter. Il ne pouvait abandonner sa grand-mère, qui vivait seule. Il n'était venu que pour récupérer sa pièce porte-bonheur. Peter, profondément déçu, la lui rendit tout de même, tout en le prévenant que la forêt devenait dangereuse après la tombée de la nuit. S'il voulait partir, il lui faudrait attendre le lever du soleil. Peter espérait qu'une nuit suffirait à le faire changer d'avis, mais Gabi demeura résolument sur sa décision. Le lendemain, l'académie donna le coup d'envoi d'une compétition baptisée la Coupe des cartes. Le nom du vainqueur serait gravé sur un trophée d'argent. La première épreuve était un concours de tir à l'arc réservé aux nouveaux élèves. Chacun devait décocher des flèches marquées de son nom vers un chêne ancestral, et celui dont la flèche se rapprocherait le plus du centre remporterait l'épreuve. Chaque participant ne disposait que de 2 essais. Lop, la fille de Peter, comptait elle aussi parmi les nouveaux élèves. Ces 2 flèches atterrirent près du centre. Gabi, lui, manqua totalement la cible à ses 2 tentatives. Oga, qui n'avait jamais touché un arc de sa vie, parvint pourtant à tirer près du centre. À leur côté, Edgar sentait une pression intense. Il s'était préparé 5 années durant pour cette compétition. Il leva son arc et tendit la corde. Mais son tir ne visait pas la cible. Il visait Oga en plein visage. À l'instant où Amir comprit ce qui se tramait, elle se précipita hors de la foule et poussa violemment Edgar. Mais la flèche était déjà partie. La pointe frôla la joue d'Oga à quelques centimètres près. Pourtant, le directeur Peter ne chercha même pas à savoir ce qui s'était passé. Il décréta aussitôt qu'Amir avait interféré avec la compétition et la disqualifia sur le champ. Puis la seconde flèche d'Edgar vint se ficher parfaitement en plein cœur de la cible. Sa victoire semblait acquise. Au moment même où Peter s'apprêtait à annoncer le résultat final, Gabriel surgit soudain de la foule. Did you check the name on the arrow before you fired it? The name on the arrow is Gabriel Avery. Et le résultat stupéfia tout le monde. Quelques instants plus tôt, en récupérant les flèches, Gabriel avait retourné le râtelier de façon à cacher les étiquettes portant les noms et avait discrètement subtilisé la flèche d'Edgar. Ainsi, sans le savoir, Edgar avait offert sa victoire,
obtenu par son tir le plus parfait à Gabriel lui-même. Par ce geste, Gabriel venait de prouver que la plus grande tromperie, dans cette académie, relève avant tout de l'intelligence. Ce sentiment inégalé d'accomplissement transforma radicalement sa décision. Le Havre des Filous est la plus ancienne académie d'escrocs au monde. On y enseigne les compétences criminelles les plus élaborées qui soient. Mais le fondateur n'avait jamais eu pour dessein de former des criminels. Son objectif était d'utiliser les méthodes du crime pour mieux le combattre. Les élèves y sont répartis en deux groupes. D'un côté, ceux qui viennent de familles où ce savoir se transmet depuis des générations. De l'autre, ceux qui ont gagné leur place à travers des épreuves ardues. Gabriel appartient à ce second groupe. Depuis qu'il avait remporté le concours de tir à l'arc par la ruse et s'était emparé de la première place au classement de l'académie, Gabriel était devenu la cible numéro 1 du campus. Pour les élèves issus de lignées prestigieuses, cette défaite n'était pas un simple revers, mais une véritable humiliation. Gabi venait de briser l'ordre établi auquel ils avaient toujours cru. Ce jour-là, le directeur Peter reçut, envoyé de façon anonyme, un magnétophone accompagné d'une pièce de monnaie noircie d'un côté. Le système de sécurité de l'académie avait été compromis, et quelque chose de grave se préparait. Afin d'aider rapidement les nouveaux élèves à maîtriser les compétences essentielles, l'académie organisa un défi de la tour. À l'intérieur de cette tour se trouvaient de dangereux pièges conçus par les instructeurs. Dans l'une des salles verrouillées, se cachait un ouvrage intitulé La Charte du Traître. Celui qui parviendrait à le dérober le premier, dans un délai d'une semaine, et à le rapporter au directeur Peter, remporterait 7 points. Le camp perdant devrait, quant à lui, passer une semaine entière à travailler au jardin. En cours, l'instructeur Jerry enseigna à tous que la première compétence essentielle était le crochetage de serrures. Oga en était déjà passé maîtresse et parvint à ouvrir une paire de menottes en seulement 17 secondes. Gabriel, lui, n'avait aucun talent naturel pour cet exercice, mais après avoir étudié la technique d'Oga, il réussit à son tour en 21 secondes.